C'est le genre d'homme qui pouvait figer une pièce entière d'un seul regard. Il m'a appris dès mon plus jeune âge à signaler à ma mère chaque erreur, chaque faux pas. Si je ne le faisais pas, il s'assurait que je comprenne les conséquences. J'avais 5 ans quand ma mère a accidentellement brûlé mon sandwich au fromage grillé. J'ai pleuré instinctivement. C'était mon plat préféré. Ma mère a immédiatement essayé de me calmer, mais le bruit des pas de mon père descendant les escaliers l'a fait pâlir. Elle m'a murmuré de partir. Je suis allé dans ma chambre, mais j'ai tout entendu à travers la porte. Il lui a crié dessus comme si elle était la pire athée qu'il ait jamais rencontrée, la réprimandant pour ne même pas être capable de préparer à manger pour son enfant. Puis le bruit est venu. Je suis revenu en courant, le cœur battant, et je l'ai trouvée par terre. Je me suis agenouillé à côté d'elle, la serrant fort dans mes bras. Mon père ricanait. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais je savais que ce n'était pas bien. Avec le temps, il a fait de moi son informateur personnel. Si ma mère quittait la maison en désordre, elle était en retard pour venir me chercher. Elle a passé trop de temps au téléphone. Je devais. Je l'ai signalé. Il a dit que c'était pour qu'elle aille mieux. C'est devenu mon rôle quotidien. Ma mère me suppliait parfois de lui faire un rapport, craignant ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Je pensais que c'était normal. Ce n'est que lorsque je suis allé chez un ami et que sa mère a légèrement brûlé un pain à hamburger que j'ai réalisé que quelque chose était différent. Je me suis tendu en attendant des cris ou une gifle. À la place, son père a juste ri et plaisanté. J'ai quitté cette maison plus confuse que je ne l'avais jamais été en rentrant de cette visite. J'ai trouvé ma mère en pleurs sur le sol de la cuisine. Mon père dormait à l'étage. Je l'ai aidé. Elle murmura que je l'aimais et pendant un moment, elle s'est accrochée à moi en pleurant en silence. Le lendemain, je suis allé à la police. J'ai tout lâché. Une assistante sociale a promis de venir chez nous ce soir-là. On m'a dit qu'il y aurait un logement d'urgence pour ma mère et moi si nécessaire. Quand elle est venue, ma mère a ouvert la porte, couverte de bleu et tout, mais mon père, comme toujours, avait une longueur d'avance. Il lui a dit que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'elle avait eu un accident de voiture et que j'avais du mal à mentir. L'assistante sociale est partie en s'excusant pour le dérangement alors que j'essayais de m'échapper. À l'étage, mon père m'a attrapé. Je ne répéterai jamais les choses qu'il a dites, mais je n'oublierai jamais mon réveil dans ma chambre le lendemain matin. Tout me faisait mal. Ma mère nettoyait tranquillement mes blessures. Nous n'en avons plus jamais reparlé. Retour au vieux jeu. Mon père a resserré les règles. Je devais signaler chaque erreur ou faire face aux conséquences. Ma mère et moi étions toutes les deux terrifiées par lui et par ce qui arriverait si nous ne suivions pas ses règles. Un jour à l'école, je me suis effondré dans la salle de bain. C'est là que j'ai rencontré Hugo. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il s'est juste assis avec moi pendant les semaines qui ont suivi. Nous sommes devenus amis quand il a vu les bleus. Il n'a pas insisté. Il a juste offert de la gentillesse. Un sandwich supplémentaire, une pierre. Il a trouvé de petites choses qui signifiaient tout. Finalement, je lui en ai dit un peu, juste que mon père s'était mis en colère. Il a dit que son cousin avait vécu quelque chose de similaire et avait obtenu de l'aide. Cela m'a donné de l'espoir pour la première fois. J'ai pensé que je pourrais peut-être m'en sortir. J'ai commencé à mentir pour rester plus tard à l'école en disant à mon père que j'avais des groupes d'études. Il a acheté parce que mes notes se sont améliorées, mais j'avais toujours peur qu'il apparaisse par hasard à l'école pour me demander à qui je parlais. Pour exiger chaque détail un après-midi, Hugo m'a invité chez lui. J'ai paniqué, je n'étais pas allé chez un ami depuis la maison de Jacob quand j'ai vu ce petit pain brûlé et réalisé que ma vie était différente. J'ai refusé, mon père le saurait, et j'avais raison d'avoir peur la nuit suivante. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée avec des détails effrayants. Il a même mentionné Hugo. Apparemment, ma mère lui avait dit invite-le un de ces jours. A-t-il dit avec un sourire qui m'a retourné. L'estomac, finalement, il a mis sa menace à exécution. Il a dit qu'il était tombé sur le père d'Hugo. Petite ville, après tout, ils viennent pour... On a un dîner ce week-end, m'a-t-il dit avec désinvolture. J'ai paniqué. J'ai essayé de prévenir Hugo. Ne viens pas, ai-je supplié, mais il était trop tard. Ses parents étaient excités. Ils pensaient que c'était une réunion normale. Ils n'avaient aucune idée que le dîner était un cauchemar. Mon père était charmant, attentionné, drôle. Ma mère portait des manches longues. Je me suis assise, raide, touchant à peine ma nourriture. Hugo a essayé de diriger la conversation vers le travail d'infirmière de sa mère et les cas de maltraitance qu'elle avait vus. Mon père a magistralement redirigé le sujet en riant chaleureusement, puis en me lançant un regard qui m'a fait froid dans le dos. Peu plus tard, dans ma chambre, Hugo a murmuré « Ton père a l'air sympa. »« Tu es sûr ?» J'avais envie de crier « Oui, j'en suis sûr. » J'ai sifflé « Il te berne comme il berne tout le monde. » Après leur départ, mon père a fermé la porte derrière eux et a souri d'un air narquois. Une famille gentille, même si Hugo a beaucoup d'imagination.
n'est-ce pas? Il a dit qu'Hugo racontait des histoires et que je ne devais plus le voir à l'étage. Je l'ai entendu dire à ma mère que si elle me laissait approcher d'Hugo à nouveau, il y aurait des conséquences. Elle a simplement accepté à l'école le lendemain. Hugo m'a confronté. Ses parents pensaient que J'inventais tout, j'ai essayé d'expliquer que mon père réussissait toujours à convaincre les gens qui ne me croiraient pas et malheureusement j'avais raison au cours des semaines suivantes. Mon père s'est surmené en s'assurant qu'Hugo soit effacé de ma vie. Il a dit au conseiller scolaire qu'Hugo était une mauvaise influence et a demandé que nous soyons placés dans des classes séparées. Il a dit aux parents d'Hugo que j'avais des problèmes de comportement et un historique de mensonges. Il a même suggéré que j'aurais peut-être besoin d'une thérapie lentement. Mais sûrement Hugo a été éloigné de moi, mon seul ami, la seule personne qui avait essayé d'aider le coup final. Est venu quand les parents d'Hugo ont trouvé les messages que j'avais envoyés décrivant, au lieu de les croire, ils ont interdit à Hugo de me voir complètement. Hugo a arrêté de me parler à l'école, je le voyais de l'autre côté de la cafétéria, en train de rire avec d'autres enfants et j'avais l'impression d'être à l'extérieur d'une vie que je ne pouvais pas atteindre. Mon père, satisfait d'avoir détruit toute bouée de sauvetage que j'avais, a commencé à se détendre. À la maison, il souriait davantage. Mais ce n'était pas de la chaleur, c'était de la suffisance qu'il avait gagnée. Ma mère se retirait davantage en elle-même, elle faisait tout parfaitement, terrifiée de faire une erreur parfois. Elle m'a regardé comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne pouvait pas. D'autres fois, elle m'a regardé avec frustration, comme si elle me reprochait d'avoir empiré les choses. Une nuit, j'ai entendu mon père à travers la porte de leur chambre. Les garçons se révélaient exactement comme toi, il a dit, sa voix teintée de mépris faible, pathétique. Mon père, joyeux comme jamais, Beresetos, elle a compris ça parce que tu n'as pas suivi tes reportages. Il a dit d'un ton neutresse. Ce que tu veux qu'elle souffre parce que tu es paresseux. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais faire quelque chose si les adultes ne l'étaient pas. Je vais aider, je m'aiderai moi-même. J'ai commencé à tenir un journal secret. J'ai tout documenté, daté ce que mon père a dit et fait. Je l'ai caché sous une planche de plancher branlante dans mon placard. Chaque entrée était un petit acte de défi. Ma vérité a finalement été enregistrée, mais un jour je l'ai laissé de côté. Je ne me souviens même pas pourquoi. Quand je suis revenu de la salle de bain, mon père était assis sur mon lit en train de le fêter des histoires intéressantes. Il a dit, voix cool, quelle imagination tu as. Je me suis figé impuissant. Il a commencé à déchirer le journal page par page. As-tu vraiment pensé ça aiderait? Demanda-t-il en dispersant les morceaux déchirés comme des confettis. Qui te croirait plutôt que moi? Je suis un homme d'affaires respecté. Tu n'es qu'un gamin qui ment. Il marcha vers moi jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Si jamais je retrouve quelque chose comme ça, ce qui arrive à ta mère sera de ta faute, compris? J'acquiesçai en sanglotant après son départ. J'ai rassemblé les restes déchiquetés de mon seul espoir, mais quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne le ferai pas. Alors j'ai trouvé un autre moyen. Je suis allé voir Hugo, désespéré. J'ai demandé à emprunter son téléphone, l'ancien, et ses parents n'ont plus vérifié. Il me l'a donné sans hésitation cette nuit-là. J'ai commencé à tout documenter numériquement. J'ai enregistré les accès de colère de mon père à travers les murs. J'ai caché le téléphone dans des endroits cachés derrière des livres, à l'intérieur de boîtes de céréales collées sous la table. J'ai collecté des vidéos de lui me faisant lister les erreurs de ma mère pendant qu'elle pleurait dans un coin. J'ai même capturé ses conférences sur la façon dont un vrai homme contrôle sa famille par une surveillance totale pendant 2 semaines. J'ai monté un dossier. J'ai fait semblant d'être docile, encore plus serviable que d'habitude pour qu'il ne le fasse pas. Je ne soupçonnais rien. Chaque acte d'obéissance était un écran de fumée, mais juste au moment où les choses se mettaient en place, il m'a remarqué en train de parler à Hugo à l'école ce soir-là. Il a dit aux parents d'Hugo qu'Hugo avait volé de l'argent chez nous, un mensonge complet. Ils l'ont encore cru. Hugo a été puni. Ses privilèges téléphoniques ont été révoqués. J'ai perdu la seule personne qui savait ce qui se passait. J'avais toujours le téléphone et toutes les preuves. J'avais juste besoin de quelqu'un en qui avoir confiance. Je me suis souvenu d'une enseignante, Madame Kayla, qui m'avait un jour posé des questions sur un bleu sur mon bras. J'avais menti bien sûr, mais elle semblait sincère. Un après-midi, je l'ai abordée après le cours. « Je peux te parler ?» ai-je demandé, à peine capable de prononcer les mots. Elle a fait de la place à son bureau. « Bien sûr, ma chérie. Que se passe-t-il » Je lui ai montré les photos et lui ai fait écouter des enregistrements. Son visage est devenu pâle. « Ça fait combien de temps que ça dure » a-t-elle murmuré. Aussi loin que je me souvienne, elle a promis d'aider pour de bon. Cette fois, en tant que déclarante obligatoire, elle devait prévenir les autorités, mais elle ferait différemment. Elle contacterait à nouveau l'assistante sociale, ferait appel à la police et s'assurerait que personne ne puisse être manipulé. Cette fois-ci, cette semaine était insupportable. J'ai agi normalement, sourire rapporté. J'ai joué le fils parfait en comptant les heures, puis vendredi est arrivé après l'école. Madame Kayla a murmuré. Ça se passe ce soir.
19 heures, j'ai hoché la tête, le cœur battant. Ce soir-là, j'ai failli craquer sous la tension. Mon père était de bonne humeur, ce qui a empiré les choses. Il a sifflé dans la cuisine en préparant un sandwich. À 18h30, mon père a reçu un appel du travail, un problème qu'il devait régler par miracle. Il a quitté la maison en disant qu'il serait de retour dans une heure. J'ai couru vers ma mère, ils sont. Oh, l'assistante sociale, un policier, est arrivé ce soir. Son visage est devenu blanc. Non, non, vous savez ce qui s'est passé la dernière fois. C'est différent cette fois-ci. Ai-je dit? J'ai des preuves. À 19 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, les mains tremblantes. Mademoiselle Déborah, la même assistante sociale que tout à l'heure, se tenait sur le porche. Cette fois, elle n'était pas seule. Un policier. L'agent Drew se tenait à côté d'elle, accompagné d'une femme nommée Salam qui s'est présentée comme une défenseur des droits des enfants. Derrière eux, ils étaient garés de l'autre côté de la rue. J'ai vu Madame Kayla dans sa voiture, en train de regarder. Un petit signe de tête rassurant. « Rebonjour » dit doucement Mademoiselle Déborah. « Pouvons-nous entrer ?» Je m'écartai. Ma mère apparut derrière moi, figée sur place. Mademoiselle Déborah remarqua immédiatement tout. « Madame Johnson, nous devons parler. » Nous nous sommes assis dans le salon pendant que je leur montrais le téléphone, les photos, les enregistrements. Chaque nouvelle preuve était comme un poids qui se soulevait de ma poitrine. Ma mère pleurait en silence pendant tout ce temps. L'agent Drew prenait des notes. Salem s'assit à côté de moi, posant une main réconfortante sur mon épaule de temps en temps. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» La dernière fois que mademoiselle Déborah a demandé à ma mère, elle a regardé ses mains. Il a dit qu'ils allaient emmener mon fils, que personne ne me croirait. Sa voix s'est brisée et il avait raison. « Tu n'as pas fait d'erreur. » Mademoiselle Déborah a dit, visiblement secouée, « Mais nous sommes là maintenant. Nous ne partirons pas tant que vous ne serez pas tous les deux en sécurité. » Puis nous l'avons entendu. Des pneus dans l'allée, une portière de voiture qui claque. Mon père était rentré tôt. Mon sang s'est glacé. Il est rentré. L'officier Drew s'est placé entre nous et la porte. Restez calme, laissez-moi gérer ça. Mon père est entré et s'est arrêté net. Il a vu les étrangers dans son salon pendant une fraction de seconde. Il était confus, puis il m'a vu et ses yeux sont devenus froids. « Qu'est-ce que c'est » dit-il d'un calme trompeur. Il s'est tourné vers ma mère. « Qu'avez-vous fait avant qu'elle ne puisse répondre ?» L'officier Drew s'est avancé. « Monsieur, je suis l'officier Drew de la police du comté. Nous sommes ici pour enquêter sur les rapports. » L'expression de mon père a changé. Il a mis le masque, celui que j'avais vu tant de fois. Inquiet, rationnel, confus, il doit y avoir une erreur, dit-il d'une voix apaisante. Mon fils a l'habitude de fabriquer des histoires pour attirer l'attention. Je n'ai pas de thérapeute, dis-je d'une voix tremblante mais ferme. C'est un autre mensonge. Il s'est tourné vers moi. Furieux, vous voyez ce que je veux dire. Le garçon a besoin d'aide. Nous avons des preuves photographiques et des enregistrements audio, a déclaré l'officier Drew calmement. Votre fils documente depuis des semaines. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans les yeux de mon père, une vraie peur. Je veux voir ces preuves, a-t-il dit en faisant un pas en avant. Monsieur, restez où vous êtes. Il s'est précipité vers moi. Petit ingrat. Il n'a jamais fini. L'officier Drew se déplaçait rapidement pour le maîtriser. C'est ridicule. Je suis un membre respecté de la communauté. Ronald Johnson, vous êtes en état d'arrestation, a déclaré l'officier Drew en le menottant. Mon père n'arrêtait pas de crier tout le long du chemin vers la porte que nous le regretterions, qu'il reviendrait, mais ces mots n'avaient plus d'importance. Il était parti. La maison semblait différente, plus légère, comme si nous pouvions enfin respirer. Mademoiselle Déborah s'est tournée vers nous. Nous vous placerons dans un logement d'urgence ce soir, vous serez en sécurité. Conseil, procédure judiciaire, ordonnance de protection. C'était accablant. Mais c'était réel, nous avions des options. Nous avons eu de l'aide ce soir-là. Nous avons emballé seulement l'essentiel et avons emménagé dans un petit appartement sécurisé. Ce n'était pas grand-chose, des murs simples, des meubles d'occasion. Mais c'était le premier endroit où j'avais déjà vécu là où je n'avais pas peur à chaque seconde. Au cours des semaines suivantes, tout a changé. Mon père a engagé un avocat. Il a essayé de me dépeindre comme un enfant en difficulté. Ma mère était instable, mais les preuves étaient trop fortes. Photos, documentation audio. La vérité n'avait pas besoin d'être embellie. La famille d'Hugo a finalement changé d'avis lorsqu'elle a vu les preuves. Elle était horrifiée, son père n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa mère. L'infirmière avait aidé à documenter les ecchymoses pour notre procès. L'école était bizarre, des rumeurs se sont répandues. Certains enfants m'évitaient, certains voulaient se lier d'amitié avec moi par curiosité. Je suis resté proche d'Hugo, il avait été le seul à me croire quand cela comptait le plus. Madame Kayla venait souvent me voir en apportant des biscuits et des livres. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit un jour.
Ce que tu as fait a demandé du courage. J'ai haussé les épaules, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, c'est ça le courage. A-t-elle simplement dit. Finalement le tribunal a accordé la garde complète à ma mère. Une ordonnance restrictive permanente a maintenu mon père à 150 mètres de nous. Il a accepté un accord de plaidoyer, a purgé 2 ans, probablement moins, avec un bon comportement. Cela ne ressemblait pas à de la justice, mais c'était suffisant pour que nous puissions recommencer. Ma mère a commencé une thérapie, a rejoint un groupe de soutien, s'est redressée et a parlé avec plus d'assurance. Elle a trouvé un emploi dans une librairie, ce qu'elle n'avait jamais été autorisée à faire. J'ai aussi commencé une thérapie. C'était dur, mais ça m'a aidé petit à petit. J'ai appris à faire confiance à nouveau à la paix. 3 mois plus tard, nous avons emménagé dans un petit appartement. Ma mère a peint le salon en jaune. J'ai choisi le bleu pour ma chambre. Nous avons eu des meubles dépareillés, des œuvres d'art accrochées qui n'étaient pas parfaitement alignées et pour une fois, rien de tout cela n'avait d'importance. C'était à nous. Une nuit, je l'ai trouvée sur le balcon en train de regarder les étoiles. « Tu vas bien ?» J'ai demandé. Elle a souri, a vraiment souri. Pas complètement, mais j'y arrive. Elle avait raison, nous l'étions tous les deux. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de venir.